Bonjour, bienvenue à Parlons École privée congolaise, votre podcast qui vous donne des informations sur la structuration et le fonctionnement des écoles privées congolaises. Pour ces numéros spéciaux, nous avons choisi un thème qui est au centre de la problématique du fonctionnement des écoles privées, c'est les parents insolvables. Oui, les parents insolvables. Sempiternel problème auquel font face la majorité des écoles privées congolaises, une véritable épine dans la chair de leur fonctionnement. Pour limiter la casse, plusieurs écoles optent pour des solutions les plus radicales. Au nom de ces solutions, chasser les élèves, leur priver l'accès aux salles de classe s'affiche en tête des listes. Malgré son caractère peu orthodoxe, parce qu'elle perturbe les enfants et qui frise l'arnaque parce que les heures perdues par les enfants ne seront jamais rattrapées, chasser les enfants est présenté par plusieurs chefs d'établissement scolaires privés comme étant le moindre mal. Un moindre mal qui fait quand même mal, mais qui, à leur entendement, devrait être excusé parce qu'il n'a pas d'alternative. Malheureusement, force est de constater que ce mal ne résout pas non plus totalement le problème. Chaque année, ce sont des millions de francs CFA qui se volatilisent en raison des parents, justement, insolvables. Monsieur Lassina Ouattara est persuadé que la solution définitive à ce problème existe, mais qu'elle se trouve ailleurs. Il nous en parle dans ce numéro de Parlons École privée congolaise. Monsieur Lassina Ouattara est directeur général de la Société africaine de recouvrement. Monsieur Lassina Ouattara, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre interview. Ma première question est la suivante. Pouvez-vous nous parler de la Société africaine de recouvrement? La Société africaine de recouvrement est une société dont le cœur de métier est le recouvrement des créances douteuses. En des termes très simples, les créances douteuses, ce sont des créances dont les tenanciers, qui sont les créanciers, ont du mal ou ne comptent plus beaucoup, ou en tout cas, ce sont des créances dont le recouvrement a connu plusieurs démarches infructueuses. Comment vous intervenez pour arriver à régler le problème? Notre intervention est conditionnée. Pour des créances commerciales, comme définies par les textes, il faut que la créance soit certaine, liquide et exigible. Ce sont les trois critères qui nous permettent effectivement d'abord d'agir. Nos actions se font sur mesure parce que les débiteurs n'ont pas le même profil. C'est après analyse du dossier que l'on peut aujourd'hui décider de faire l'option d'une stratégie opérationnelle précise en fonction du profil du débiteur. Certaine, liquide et exigée. À quel moment une créance est certaine? À quel moment dites-vous qu'elle est liquide et à quel moment dites-vous qu'elle est exigée? Exigée lorsque, par exemple, lorsque vous contractez un crédit, vous convenez avec votre partenaire financier que je vous paierai à telle date. Donc, au-delà de cette date, le créancier a l'obligation, la créance devient exigible. Parce que si vous ne respectez pas le délai convenu d'accord parti, l'exigibilité, le critère d'exigibilité est acté. D'accord, ça veut dire que si les délais de paiement sont dépassés, ça devient exigible. Maintenant, liquide, ça veut dire qu'il faut que ce soit de l'argent à récupérer, si je comprends bien. Mais si la créance, c'est quelqu'un qui a prêté un bien, qui devait rembourser, ça rentre dans vos cordes? Non. Effectivement, il y a cette partie, il y a une petite nuance là qu'il faut préciser. Une créance liquide veut dire soit c'est de l'argent en espèces, oui, soit c'est un bien qui peut être transformé en de l'argent. D'accord. Donc c'est ce qui veut dire liquide ne veut absolument pas, ne se limite pas seulement à de l'espèce. L'espèce fait partie du liquide, mais tout autre bien qui peut être transformé en de l'argent peut être appelé liquide. Par exemple, vous aviez un bien qui peut être mis sur le marché,
qui a une valeur marchande peut être considéré effectivement comme un bien liquide. À quel moment considérez-vous qu'une créance est certaine? La certitude peut être expliquée par le fait que c'est un engagement qui est pris à travers une signature, mais en tout cas, il y a les preuves qui certifient que Monsieur Paul a pris de l'argent auprès de Monsieur Jean, soit à travers un contrat notarié sous seing privé, ou même devant témoin. Ça peut être un contrat oral. J'ai pris un bien auprès de monsieur, vous reconnaissez avoir pris, même si ce n'est pas documenté. Ça, ce sont les critères, par exemple, de certitude. Lorsqu'on essaie de consulter la littérature, on parle du risque client qu'on rattache au recouvrement. C'est quoi le risque client? Bon, le risque client, je pense que c'est, à mon avis, c'est toute précaution que un créancier, un partenaire peut prendre vis-à-vis de son client. Maintenant, plus le risque client est élevé, plus la probabilité que la créance ne soit pas payée est aussi élevée. Donc, c'est lié effectivement. Et vous vous dites que dans votre proposition, vous allez au-delà du risque client parce que vous agissez même en créant les conditions du remboursement de cette créance. Qu'est-ce que vous entendez par là? Notre approche, c'est une approche globale. Lorsque nous analysons un dossier, au travers les échanges avec le débiteur, nous pouvions détecter des problèmes peut-être inhérents à une gouvernance de sa propre structure, la structure qui devrait créer de la richesse pour pouvoir rembourser la dette. S'il y a des défaillances à ce niveau-là, nous leur prodiguons souvent des conseils en gouvernance d'entreprise. Ça peut être du marketing, ça peut être de la comptabilité, ça peut être de la communication pour effectivement permettre à cette structure de créer de la richesse, de la valeur pour pouvoir rembourser le créancier qui est nous, notre mandat en fait. Étant donné que le risque est élevé à votre niveau, ça veut dire que vous ne traitez que des dossiers vraiment costauds et vraiment vous êtes sûr et certain que même si le risque est trop élevé à votre niveau, vous allez quand même vous avez un peu plus de certitude parce que c'est quand même osé là. Bon, nous sommes de ceux-là qui pensent que entreprendre, c'est oser. Si vous vous mettez à regarder, à construire une montagne de difficultés, vous n'allez jamais entreprendre. Pour nous, lorsque nous avions un dossier, nous l'analysons de façon froide et objective et au regard du résultat ou des résultats objectifs que nous avions, nous définissons en ce moment-là une stratégie opérationnelle en vue de passer à l'action pour faire le recouvrement. Et ça prend combien de temps analyser un dossier? Les dossiers n'ont pas les mêmes importances. Un dossier d'1 million, peut-être en un jour, on a fini. Mais si c'est des dossiers qui chiffrent à des dizaines ou à des centaines de millions, naturellement, il faut tenir compte de plusieurs variables, les tenants et les aboutissants du dossier, pour savoir qui est l'interlocuteur. Souvent, vous commencez à discuter avec des personnes qui n'ont pas le pouvoir de décision, mais qui peuvent être relais auprès des personnes qui ont le pouvoir de décision. Donc, ainsi de suite, ça peut, en ce moment, ça peut prendre un temps relativement plus long, 1 mois, 1 mois et demi, ou 2 mois. Et l'affaire la plus longue que vous avez déjà eu à gérer à ce jour, elle a duré combien de temps? Bon, nous avions géré une affaire d'abord qui était en justice pendant 12 ans. Nous l'avions résolue en 21 jours. 21 jours. Après 12 ans en justice, ça vient chez vous 21 jours. Ils étaient tous d'accord. Là où notre mandant a eu à faire des manquements, où il y avait des ajouts,
irréguliers où voilà, il y avait des pénalités indues et tout ce qui va avec. Nous l'avions dit non. Après, selon les textes, la réglementation en vigueur, voici ce qu'il fallait faire. Là où aussi le débiteur était défaillant, nous lui avions dit non, il ne fallait pas vous comporter comme ça. Et chacun a compris la nécessité de la conciliation parce que c'était objectif, c'était sincère et bon, c'était aussi transparent. Voilà, donc les choses se sont réglées et puis bon. Voilà, nous tendons vers la fin de cette première partie. J'ai une question assez personnelle que j'aimerais bien vous poser. En tant qu'agent de recouvrement, ça exige quelle qualité? Bon, la qualité, être agent de recouvrement, c'est un ensemble de tout. Il faut connaître un peu en comptabilité, finance, droit, même en psychologie. Bon, en tout cas, c'est un ensemble de tout. Vous voyez, il n'y a pas une faculté aujourd'hui qui nous enseigne le recouvrement. Donc, c'est un métier que nous avions appris en état. En discutant avec un débiteur, vous pouviez connaître à travers ses gestes faciaux s'il est en train de vouloir vous duper ou s'il est sincère. Donc ça ne s'apprend pas. Ça fait partie de l'école de la vie. Si vous devriez, aujourd'hui vous devez vous adresser à des personnes qui aimeraient bien vous solliciter pour des services. Et vous savez, on dit toujours problème, solution, perspective. Vous leur direz, quel est l'intérêt pour une structure d'externaliser ses services de recouvrement? Oui, naturellement, parce que d'abord, en s'adressant à une structure dont le métier, le cœur de métier, je reviens là-dessus, est le recouvrement, ça soulage le partenaire. Parce que nous, l'ASA, la Société africaine de recouvrement, nous réfléchissons recouvrement, nous agissons recouvrement, nous respirons recouvrement. Si nous sommes en conclave, on ne parle que de recouvrement. Nous n'avions pas autre chose que parler que de recouvrement. Pourtant, les structures ne sont forcément pas assez basées sur la question de recouvrement. Donc, externaliser, ça permet effectivement de recouvrer et de renflouer la trésorerie de la structure. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Lassana, pour cette première partie de notre entretien. Nous nous retrouvons juste dans quelques instants, Lassina plutôt, Lassina Ouattara. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Société africaine de recouvrement, une société qui existe au Congo-Brazzaville depuis 3 ans, c'est bien cela, et qui, en termes de portefeuille client, un certain nombre de clients variés, on n'en a pas vraiment trop parlé, mais à vous entendre, vous en avez dans tous les domaines, les banques, et ainsi de suite, qui vous font confiance. Nous allons, dans notre deuxième partie de cette émission, aborder un aspect un tout petit peu social, en rapport avec les parents insolvables. Ce sera juste après une petite pause.